Bonsoir à tous, merci d'être présents avec nous dans le cadre de cet Investir Day. Alors nous recevons ce soir Olivier Rigaudy, qui est directeur général délégué et directeur financier du groupe Téléperformance. Téléperformance, c'est un groupe international de 420 000 collaborateurs dans le monde. Leur métier, gérer pour l'essentiel les services clients des grandes entreprises de façon externalisée et notamment des grandes plateformes technologiques américaines. Alors le groupe a été pris dans des polémiques dernièrement et nous allons y revenir, d'autant que cela a conduit Téléperformance, la direction de Téléperformance, à prendre une décision importante il y a quelques jours. Nous allons donc revenir sur tout ça avec Olivier Rigaudy. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors, donc le groupe a été pris dans deux polémiques dernièrement, ce qui a fortement chahuté le cours de bourse de Téléperformance. Pour résumer, Téléperformance a été mis en cause par des articles de presse dans la presse américaine, mais aussi par le ministre du Travail en Colombie sur deux sujets différents, mais qui ont trait aux conditions de travail des salariés de Téléperformance, principalement dans le domaine de la modération de contenu. Alors déjà, quelles sont vos réponses à ces allégations ? Alors, ces allégations, c'est effectivement des articles de presse, comme vous le citez. Ils sont différents s'agissant du problème américain et du problème colombien. S'agissant du problème américain, on a déclenché toute une série d'audits, toute une série de choses qui ont permis de confirmer que nous n'utilisions pas des images choquantes pour former nos gens, puisque c'était ça la critique qui nous était faite. Et donc, on l'a confirmé, et c'est écrit noir sur blanc. Les gens peuvent en douter, mais c'est une réalité. Et la deuxième chose qui elle, touche à la Colombie, qui est plus générale, qui est une allégation en fait, qu'on ne respecterait pas le droit social colombien. Ce que je conteste totalement, que je refute absolument. Et nous avons d'ores et déjà pris langue avec le ministre en question, qui d'ailleurs a repoussé ce rendez-vous et qui... sera amené dans un laps de temps plutôt début décembre à nous écouter, mais aussi on a pris contact avec les syndicats locaux pour calmer la situation qui nous paraît complètement sans rapport avec la réalité et dont les effets sont absolument catastrophiques pour le groupe par rapport à la réalité des faits. Oui. Allégués, j'aurais dit. Tout à fait. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une décision a donc été prise le 14 novembre, celle d'arrêter la partie la plus offensante de votre activité de modération de contenu. Pourquoi cette décision ? Est-ce que vous avez dû céder à la pression de la communauté financière et plus particulièrement de celle des fonds ESG qui ont notamment pour préoccupation le volet social lorsqu'ils intègrent une entreprise dans leur processus d'investissement ? Alors pourquoi nous avons pris cette décision ? Ce qui nous est reproché, c'est les controverses, qu'on appelle des controverses. Et il est clair que dans la modération de contenu, il y a différentes parties dans la modération de contenu qui peuvent être relativement basiques, relativement simples, qui vont des choses les plus simples à des choses les plus horribles et les plus atroces. Et par construction, on est convaincu qu'à un moment ou un autre, il y aura des gens qui vont être amenés à voir des choses moches, si je peux me permettre l'expression un peu triviale, et que ça va créer de nouvelles controverses par nature. Donc, une des solutions que nous avons prises, c'est de dire que de toute façon, on aura une nouvelle controverse sur un sujet comme ça, et que la meilleure façon, c'est de ne pas toucher à cette partie très offensante et de la laisser à d'autres acteurs qui ne sont pas cotés en bourse et qui seront amenés à traiter le problème, j'espère, dans les mêmes conditions de sécurité et de santé des collaborateurs que ce que nous leur donnons. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que représente cette activité que vous allez donc abandonner en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de collaborateurs ? Alors, la modération de contenu, c'est 7% du chiffre d'affaires du groupe, qui va faire un peu plus du milliard cette année. Et dans cette partie-là, la partie offensante est toute petite. Enfin, je pense qu'elle est... alors, c'est difficile à savoir parce qu'effectivement, souvent, ces parties offensantes font partie d'autres contrats ou peuvent être intégrées à d'autres contrats. On appelle ça des programmes. Et il y a des programmes qui sont purement offensants, et là, on les connaît, ils sont extrêmement minoritaires. Et je veux dire, on parle de quelques centaines de personnes sur 420 000. Enfin, Et puis, il y a des parties où, effectivement, c'est des contrats ou des programmes où ces parties sont parfois mélangées avec d'autres contenus qui, eux, ne sont pas offensants. Et donc, c'est sur cela que
que le travail est un petit peu plus délicat à faire. Mais au total, on parle de chiffres qui sont très très modestes à l'échelle du groupe. Est-ce que cela remet en cause les objectifs fixés pour 2022, les objectifs financiers que vous aviez d'ailleurs relevés lors de la dernière publication trimestrielle ? Nullement, et ce pour deux raisons. La première, c'est que, évidemment, on va honorer les contrats qu'on a signés avec nos clients et qu'on va les terminer. Donc, ils vont se poursuivre dans l'année 2022 et probablement une partie de l'année 2023. Je n'ai pas les dates précises de tous ces contrats, donc il n'est pas question de ne pas trouver de solution avec nos clients. Donc, on va honorer nos contrats. Et de toute façon, c'est, vous l'avez compris, des chiffres extrêmement modestes et qui n'ont pas un impact majeur sur nos chiffres. Donc, je vous confirme nos objectifs 2022. Alors peut-être qu'on peut les rappeler, ces objectifs, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité. Alors, nos objectifs 2022 prévoient en fait une forte amélioration de notre croissance. Alors, notre croissance qu'on appelle organique, like for like, va être supérieure à 5%, mais si on ôte, je dirais, une partie un peu non récurrente de notre activité qu'on a vue l'année dernière, notamment les contrats Covid, notre croissance sera plutôt proche de supérieure à 12%. Donc à notre croissance organique, s'entend, à 12%. À cette croissance organique est associée une amélioration significative de notre marge, puisqu'on va augmenter notre marge de 40 points de base, on va passer de 15,1 à 15,5, alors même qu'on était plutôt sur 30 points de base précédemment. Donc on a, à l'occasion de la publication de notre chiffre d'affaires, montré deux choses. Notre raisonnable certitude, enfin confiance dans le fait qu'on allait continuer à croître et croître plus vite et améliorer notre rentabilité. Si je devais dire un mot sur la situation de Téléperformance sur le plan économique, je dirais la suivante. C'est une société qui va, au titre de l'année 2022, voir son chiffre d'affaires réduit de l'ordre de 500 millions à la suite de la disparition des contrats Covid, ce qui est tout à fait normal. Peut-être pour expliquer, c'est les services que vous rendiez au gouvernement dans le cadre de la pandémie. Donc ces 500 millions, c'est l'ordre de grandeur, 500 millions d'euros qui vont disparaître de notre activité. Et d'une certaine façon, il y a de quoi s'en réjouir, ça veut dire que la pandémie n'est plus là. En dépit de cette baisse significative, le groupe va croître de plus de 5%. Donc c'est pour ça qu'on est à plus de 12% hors Covid, ce qui est quand même extrêmement frappant de montrer à quel point ce business fonctionne bien. Donc à cette croissance est associée une amélioration de la rentabilité, une amélioration du cash flow, et on l'a évoqué, on l'évoquera peut-être d'ici quelques minutes, le fait qu'on a continué notre politique sélective de fusion et d'acquisition sans mettre en danger l'ensemble des équilibres du groupe. Donc voilà. Donc sur le plan de l'activité, sur le plan de la croissance, sur le plan de la rentabilité, de la santé financière, nous sommes plus que solides. Alors justement, vous êtes solide parce que, on le disait tout à l'heure, la modération de contenu proprement dite, c'est 7% du chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut évoquer les 93% du chiffre d'affaires de Téléperformance ? Quelles sont vos autres activités ? Quelles sont les plus dynamiques et les plus rentables ? Alors, on a deux activités. Vous le savez, une activité dite core service, une activité spécialisée. L'activité core service, c'est la relation qu'on peut entretenir avec les principales marques dans le monde pour supporter leurs services clients. Et on voit clairement des choses se développer. Alors, d'abord, la digitalisation structurelle de notre monde qui aboutit et qui nécessite évidemment des supports humains pour en parfaire complètement les résultats, ça c'est le premier point, dans tous les domaines, et notamment dans le monde de la banque, dans le monde du voyage, dans le monde du gouvernement et de la santé aux États-Unis. Donc on voit bien la nécessité pour tous ces organismes, au sens large, qu'ils soient publics ou privés, d'avoir un rapport rapide, direct et efficace avec leurs citoyens ou consommateurs. Donc c'est ça le fond de notre métier. Et on voit bien que ce mouvement de fond de digitalisation, qui maintenant nous envahit dans toutes les dimensions de notre vie, constitue un point majeur de notre croissance. À cette partie-là est ajoutée une autre partie qui est plus petite, qui va faire à peu près 1 milliard d'euros cette année, qui s'appelle des services spécialisés, qui quelque part obéit au même principe, aux mêmes logiques, mais sur des marchés de niche plus précis. Je donne quelques exemples. Aux États-Unis, il y a une société qui s'appelle LanguageLine Solutions, dont l'activité consiste à interpréter en anglais un certain nombre de gens qui sont amenés à rencontrer, qui ne parlent pas bien la langue anglaise et qui se retrouvent dans des situations d'urgence, que ce soit à l'hôpital, que ce soit face aux autorités ou face à des éléments financiers. Et donc nous sommes là pour les aider
à comprendre ce qui va se passer dans un acte médical, dans une transaction financière ou dans un rapport avec une autorité, quelle qu'elle soit. Donc c'est quelque chose d'important parce que c'est un service dit critique et qui, effectivement, supporte des gens qui ne parlent pas bien anglais. On parle là pour les États-Unis. On a une autre activité qui est une activité de préparation de délivrance de visas, notamment pour la France ou aussi pour le Royaume-Uni, où on prépare les dossiers électroniquement de nos, des gens qui postulent pour un visa, de sorte à ce que les autorités qui sont susceptibles de les délivrer aient un dossier complet et qui permettent une analyse rapide. Voilà, ce genre de métier-là est en forte croissance, continue de croître et obéit à peu près aux mêmes logiques que celles de notre corps service. Très bien. Alors, ça, c'est pour les activités actuelles. PSG, alors, l'acquisition que vous avez faite récemment, dans quelle mesure elle cadre totalement avec la stratégie que veut mener le groupe Téléperformance ? Elle cadre parfaitement. C'est une petite acquisition puisque cette activité fait un peu moins d'une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. En revanche, elle a une rentabilité très élevée. En fait, que fait cette société ? Cette société, elle a plusieurs sous-produits, j'allais dire, mais grosso modo, elle aide au recrutement de gens nécessaires à la fonctionnement de sociétés. On a parlé beaucoup des premières et des secondes lignes. Aujourd'hui, c'est vrai en France, mais c'est vrai partout dans le monde, on manque d'infirmières, on manque de chauffeurs de camions, on manque de plein de gens. Et pour retrouver ces gens, évidemment, il faut se digitaliser, il faut se moderniser, il faut être rapide, efficace, et convivial avec les candidats pour le faire. C'est ce que fait PSG, notamment pour des grandes marques américaines, et le fait plutôt bien. L'objectif de cette acquisition, elle est double. Elle est effectivement de développer PSG, dans un premier temps, sur la liste des clients de Téléperformance, dans un premier temps sur la langue anglaise, probablement après sur la langue espagnole et sur les langues européennes, pour continuer à améliorer ce business qui montre que les gens ont vraiment besoin de trouver d'autres gens, enfin d'autres employés. Et puis bien évidemment, nous sommes un gros recruteur, et vous pouvez imaginer que PSG va pouvoir aussi supporter le groupe Téléperformance dans ces différentes dimensions pour recruter les gens que nous recrutons chaque mois. Donc l'idée, c'est plutôt de faire des acquisitions ciblées qui complètent les métiers actuels de Téléperformance plutôt qu'une grosse acquisition. C'est exactement ça. On ne cherche pas à acheter la même chose, en quelque sorte, puisque on sait faire, a priori. Et donc, nous, on a une vocation à couper notre activité en trois axes. Un axe géographique, où là, on est présent sur 92 pays à l'heure où je vous parle, donc il n'y a plus beaucoup de pays où on n'est pas. Un axe secteur, quels sont les secteurs éventuellement qu'on couvre, que ce soit de l'auto, que ce soit de l'aérien, que ce soit du gouvernement, du gaming online, et donc avoir des spécialistes dans chacun de ces secteurs qui permettent d'échanger et d'échanger de façon positive avec les clients et de façon profonde. Et après, il y a la dimension produit, quel genre de produit on fait. On évoquait il y a 2 minutes le recrutement, mais ça peut être aussi le support à l'intelligence artificielle, à d'autres produits. Donc la connexion de ces trois, ou l'interconnexion de ces trois dimensions permet de couvrir l'ensemble du marché, et c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre des acquisitions. Donc trouver des gens qui vont nous aider ou des cibles qui vont nous aider à entre guillemets, boucher un éventuel trou qu'on pourrait avoir dans ces trois dimensions-là. Et en termes de bilan, vous avez donc la force de frappe, les moyens de mener cette politique de croissance. Absolument. Alors le groupe génère un cash flow significatif chaque année et donc se désendette chaque année. Le niveau de dette est relativement, modeste. On va être entre 1,4 et 1,5 fois l'EBITDA, donc tout à fait, donc un peu plus d'un an d'activité de dette pour simplifier. Ce qui est important aussi, c'est de noter que le coût de cette dette est relativement bas, on est en dessous de 2%, et la maturité de cette dette a été rallongée. Notamment, on a fait une opération de refinancement de notre dette au printemps dernier, qui a poussé une part significative de cette dette à l'horizon 2029. Donc, pas de problème de montant de dette, pas de problème de coût de dette, pas de problème d'accès au marché, et effectivement une politique d'acquisition que je qualifierais de sélective et de raisonnée. On ne fait pas n'importe quoi, on ne dépense pas, on ne paye pas des prix qui soient absolument incohérents avec notre valorisation par la bourse, et on y fait très très attention. Très bien, alors la croissance externe est un des pans de votre stratégie. Si on se projette à 2025, quels sont vos objectifs ? Sur quoi s'appuie-t-il ? Alors on a vu que
Pour 2022, les objectifs étaient confirmés. Qu'en est-il de 2025 ? Alors, évidemment, on va parler de 2025. Qu'est-ce qu'on a fixé comme feuille de route pour 2025 ? De faire 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la partie dite organique et de rajouter, en fonction des opportunités, entre 1 à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, s'entend, d'acquisition. Donc le groupe sera entre 11 et 12 milliards d'euros à l'horizon 2025, en fonction des acquisitions qu'on sera amené à trouver. Ça, c'est le premier point. Et à cette croissance, qu'elle soit organique ou par acquisition, doit être associée une amélioration de la marge, et on prévoit un taux de résultat opérationnel de 16% à l'horizon 2025. Je veux juste rappeler que le groupe, il y a une petite dizaine d'années, faisait moins de 2 milliards, et il y avait un taux de 1,8 milliard pour être très précis, et il y avait un taux de marge opérationnelle inférieur à 10%. C'était de l'ordre de 8,5%. Donc voilà le chemin parcouru durant cette période. Et on voit bien que la santé financière, la croissance, le contrôle de nos objectifs et de notre croissance est là. Donc des objectifs qui sont fixés à 2025, ambitieux, malgré un contexte de récession possible, de remontée des taux d'intérêt. C'est clair qu'il y a un certain nombre d'incertitudes, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vu les taux d'intérêt qui ont monté, tout le monde parle de récession, donc évidemment on est très conscient de cet environnement. Là, je crois qu'il y a quelques points qui sont favorables à Téléperformance. D'abord, le marché qui est structurellement se digitalise, comme je le disais, petit 1. Petit 2, la couverture dans les 3 dimensions que j'évoquais tout à l'heure, géographie, produit et secteur de Téléperformance, qui est beaucoup plus large, qui lui permet d'absorber des chocs. On a toujours des clients qui baissent, mais on est tout à fait capable de se développer sur d'autres. Et donc cette capacité à être très réparti dans l'espace et dans les produits et dans les secteurs permet de supporter un éventuel ralentissement. Enfin, le dynamisme de cette société est tel que je suis assez confiant sur la capacité de croître. Donc évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et le groupe va être très très vigilant sur ses coûts pour tenir la barre. Oui. Et croyez bien que notamment les mi-employés... avec l'inflation des salaires. Avec l'inflation des salaires. Mais et il n'est pas question de rogner sur les salaires, entendons-nous. Le principe, c'est que dans notre métier, vous ne réussissez pas contre vos salariés. Si vos salariés ne sont pas bien traités, ça ne fonctionne pas. Donc il s'agit c'est un métier qui est difficile, puisque par construction, les gens qui interagissent avec vous sont des gens qui sont plutôt mécontents, ou en tout cas qui ont des questions. Donc il faut être capable de répondre bien, vite et de façon correcte, bien entendu. Et pour ça, il faut que votre force de travail soit la mieux traitée possible. Donc on explique ça à nos clients. Ils ne peuvent pas d'un côté augmenter eux-mêmes leurs salariés, augmenter leur prix, et ne pas accepter d'augmenter leurs coûts, et s'ils veulent garder un service de qualité, on s'y emploie. Puis après, il y a d'autres solutions qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses, qui permettent aussi effectivement de réduire les coûts. Mais donc on est extrêmement vigilant à ça. Très bien. Mais merci beaucoup Olivier Rigaudy. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué et directeur financier du groupe Téléperformance. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.